Bienvenue au débat du jour sur l'émission 100% Info. Depuis qu'il est aux affaires à la tête du Mali en 2020, c'est sa première visite officielle au Burkina Faso. Assimi Goïta a foulé le sol du pays des hommes intègres le 25 juin pour une visite de travail et d'amitié de quelques heures. Coopération et sécurité étaient au cœur de ce déplacement. Le résumé de ces échanges dans ce compte-rendu signé Pélagie Diebré. C'est une première pour le président malien, le colonel Assimi Goïta, depuis son arrivée au pouvoir en 2021. Pour son premier voyage officiel à l'étranger, le chef de l'État malien a choisi Ouagadougou. Les liens séculaires qui lient les deux pays ont été largement abordés au cours des échanges avec son homologue burkinabé, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Les deux pays ont les mêmes défis sécuritaires et socio-économiques, d'où la mutualisation de leurs intelligences et leur énergie pour recouvrer l'intégrité de leur territoire. Ce défi de la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, qui est manipulé, financé par certaines puissances étrangères, aujourd'hui est loin de répondre aux aspirations de nos populations. Raison pour laquelle nous avons décidé, non seulement, comme j'ai tantôt dit, de quitter dans des partenariats de façade, de s'organiser entre nous, de mutualiser nos moyens. Nous savons aujourd'hui qu'aucun pays ne peut faire face, seul face à la menace terroriste. Nous avons besoin de mutualiser nos moyens. Les deux chefs d'État ont discuté de l'amélioration et le renforcement de la coopération sécuritaire entre le Mali et le Burkina Faso, cela à travers des formations conjointes, le partage de renseignements et la mutualisation des moyens. Le président malien, le colonel Assimi Goïta, a également évoqué l'acquisition du droit de poursuite des terroristes sur les territoires respectifs des deux pays, un moyen de faciliter les opérations conjointes. Aujourd'hui, cette coopération se situe à trois niveaux. D'abord, le premier volet, ça c'est le volet de la formation. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Et aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso, quand cela est nécessaire. Le chef d'État malien a souligné l'importance de l'industrialisation et la mise en œuvre des propositions des experts pour le bien-être des populations de l'Alliance des États du Sahel AES. Au terme de ce séjour riche en échanges et en fraternité, le capitaine Traoré, suivi d'une délégation ministérielle, a raccompagné son hôte à l'aéroport international de Ouagadougou, d'où il était venu l'accueillir plus tôt dans la matinée du 25 juin. À l'instant, on vient de suivre le compte-rendu de cette visite de quelques heures du président Assimi Goïta au Burkina Faso. Et pour analyser ce sujet, je reçois sur ce plateau deux invités. Ali Nana, qui n'est plus à présenter à l'émission 100% Info. Il est analyste politique et sécuritaire. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, bonsoir Burkina Info. On dit également bonsoir à Jean-Baptiste Gwamsaya Ramde, qui est journaliste indépendant et panafricaniste. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être à Burkina Info. Alors, on vient à l'instant de suivre ce résumé. Le 2 novembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré était au Mali pour sa première visite officielle d'ailleurs. Et le 25 juin 2024, son homologue malien lui rend la courtoisie. Il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport. Alors, Ali Nana, qu'avez-vous retenu de cette visite et des propos tenus par le président Goïta? D'abord, il faut retenir il faut dire que c'est une visite très symbolique au regard de la qualité du comportement de l'hôte, du moins du président malien. Parce que généralement, c'est un président qui s'exprime très rarement, qui sort hors du territoire malien très rarement, mais qui a décidé, dans un contexte très particulier, et de rendre visite à son ami, camarade, compagnon de lutte, qui vient au Burkina Faso
dans un contexte très particulier aussi, parce que il vient une fois de plus témoigner au peuple burkinabé toute sa reconnaissance, tout son engagement au sein de l'AES pour effectivement, comme il l'a dit dans son interview, mutualiser les efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de cible. La seule issue pour les États de l'AES, c'est la mutualisation des efforts. Permettre aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso de poursuivre les ennemis communs sur le territoire malien et vice-versa. Là, il l'a dit dans le point de presse qu'il a donné. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, qui se déplace avec une délégation aussi importante, au moment où le peuple burkinabé sortait d'une désinformation, des rumeurs qui ont, à un certain moment, pendant une semaine, mis la vie de la nation en berne. Donc le président Assimi Goïta qui vient une fois de plus témoigner, dire au peuple burkinabé, je viens rendre visite à mon frère, à mon camarade, par rapport à la situation qui existe aujourd'hui au Burkina Faso. Nous restons convaincus que nous allons dans le sens effectivement de la lutte commune contre l'insécurité. Et j'ai dit aujourd'hui, cette visite-là, c'est une visite très symbolique, une visite qui témoigne de l'état, vraiment de l'excellence des rapports entre le peuple malien et le peuple burkinabé, qui a décidé à un certain moment de l'histoire de l'Afrique de prendre sa responsabilité et de s'assumer dignement face effectivement à ces forces prédatrices-là qui ont effectivement monté de toutes pièces ce terrorisme-là dans le sens effectivement des pieds, des ressources des pays de l'AES. Donc aujourd'hui, la visite d'Assimi Goïta peut être vue sur deux plans. Sur le plan du soutien à son camarade et sur le plan aussi de la mutualisation des efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui vient donner du boom dans le cadre des Burkinabés et du peuple malien. Alors Jean-Baptiste Ramdé, quelle lecture est-ce que vous faites de cette visite? Moi, je pense qu'en termes de symbolisme, cette visite, elle est importante parce que le Burkina Faso vient de sortir, après une semaine, on va dire, d'intoxication. Je pense que Assimi Goïta vient au Burkina Faso pour réconforter son frère d'armes, son homologue président, capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, c'est dans une dimension où les relations entre le Mali et le Burkina Faso sont au beau fixe, où il y a eu une mutualisation des efforts en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de diplomatie, et en termes même de vision globale de la politique de ces pays-là. Et je pense que c'est une vision aussi que partage le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi de Assimi Goïta. Je pense que cette visite était attendue au Burkina Faso quand même, parce que à part la visite de Ibrahim Traoré au niveau du Mali, Assimi Goïta, je crois que c'est sa première sortie, après la Russie, sa première sortie au Burkina Faso. Et je pense qu'en termes de symbolique, comme M. Nana l'a dit, on peut estimer que quand même ça vient donner de la force et pour dire quand même que si nous avons créé une alliance qui s'appelle Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire nous sommes ensemble s'il y a des difficultés. Et on a vu en termes de difficultés, on a vu l'apport que le Mali et le Burkina Faso ont apporté quand même au Niger. Et même en termes, le Burkina Faso même a pu escorter même des vivres, par exemple, aux populations du Niger qui étaient en souffrance. Et je pense que c'est dans cette lancée, et le général Tchani, il a pu passer au Mali, au Burkina pour leur témoigner ses remerciements et sa reconnaissance. Je pense que c'est le tour aussi du colonel Assimi Goïta de venir au Burkina Faso, témoigner vraiment sa sympathie. Et on a vu que cette visite a été mise sur la coupe de visites d'amitié et de travail. Et la délégation malienne qui est venue au Burkina, on peut analyser en profondeur, dire que quand même, il peut y avoir des choses beaucoup plus importantes qui ont été faites. Et que peut-être que dans les jours à venir, peut-être qu'on verra tout ce qui va se passer. Mais en termes aussi de vision historique, il faut savoir qu'entre le Mali et le Burkina Faso, le Mali, depuis Sékou Touré, Modibo Keïta,
il est dans une vision de fédération, dans une vision de panafricanisme, de l'unité des peuples africains. Et ces dirigeants-là même, en termes de vision d'ensemble, les dirigeants du Mali ont toujours été d'accord qu'il faut se mettre ensemble. Et depuis Modibo Keïta, je pense que Assimi Goïta a su ces traces-là. Et comment on va dire, cette façon de mutualiser les forces, de regarder les choses de la même façon. Et Assimi Goïta l'a dit, nous avons pris un chemin de non-retour, nous avons un destin lié. Et je pense que c'est la meilleure façon. Et sa visite était attendue au Burkina Faso. Peut-être qu'il reste maintenant pour ces deux dirigeants de travailler pour que, voilà, il y ait peut-être une rencontre entre ces trois dirigeants, voilà, un jour ou l'autre. Alors, une rencontre qui pourrait se tenir à Ouagadougou, pourquoi pas? Oui, c'est possible parce que aussi le Tchani et voilà, Assimi Goïta ça dépend de ce qui sera mis sur la table pour la discussion. Et si les choses que tout le monde souhaite, surtout les masses populaires souhaitent aujourd'hui, la concrétisation de l'AES, si tout ça s'est mis dans la balance, pourquoi pas on peut se dire que dans les mois à venir ou bien, voilà, il peut y avoir une rencontre des chefs d'État, etc., etc. Et on a vu que même les chefs de diplomatie de ces trois pays se retrouvent à Bruxelles la semaine. Et voilà, je pense que on peut mettre ça dans la balance et dire que voilà, si les choses avancent bien comme on le dit aussi, voilà, il peut arriver que ces trois dirigeants puissent se rencontrer, voilà, pour signer des accords ou bien pour mettre des choses beaucoup plus profondes en place. Voilà. Alors je reviens sur quelques propos tenus par le président malien qui a dénoncé un partenariat de façade. Selon lui, la sécurité au Sahel est sous contrôle. Il a également fait cas de plusieurs opérations menées et des bases terroristes détruites grâce à cette coopération AES. Alors, Ali Nana, est-ce que ça vous rassure d'entendre de tels bilans? Oui, ça me rassure, mais ça repose l'éternel problème de la communication en temps de guerre. Le président vient de l'affirmer, le président, surtout que ça vient du président Assimi Goïta, c'est tout un symbole, tout un engagement. Maintenant, quand vous écoutez, quand vous lisez aussi la presse nationale, surtout internationale, que le Burkina Faso a suspendu notamment France 24, RFI, TV5 Monde, tout ça. Quand vous écoutez ces médias-là, c'est un autre son de cloche. C'est comme si, effectivement, au niveau des pays de l'AES, depuis l'arrivée historique de ces trois panafricanistes à la tête des trois États de l'AES, c'est comme si rien ne bougeait et qu'on avançait à reculant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un pas devant, trois pas en arrière. Ça veut dire qu'au regard des statistiques, au regard des alertes en termes sur le plan sécuritaire, c'est comme si ces pays-là, effectivement, étaient en train de sombrer. Donc, avec la déclaration ou les déclarations du président Assimi Goïta, qui connaît les réalités du terrain, qui a les statistiques actuelles, en collaboration avec les deux autres pays, personnellement, ça nous réconforte parce que effectivement, quand vous écoutez les autres médias, c'est comme si nous sommes en train d'aller à la dérive. Donc, venant du président Assimi Goïta, ça donne une fois de plus le courage à la jeunesse progressiste, panafricaniste de l'AES d'aller plus en avant et de voir les choses plus clairement et de réconforter nos forces combattantes qui sont sur le terrain, parce qu'effectivement, ceux qui sont sur le terrain et qui entendent ce discours-là venant du premier responsable, surtout d'un président malien qui a donné le ton dans le cadre effectivement de la désactivation des accords avec nos anciens et traditionnels partenaires, ça pourrait effectivement donner un plus, un bonus à ces combattants-là sur le terrain d'aller plus de l'avant. Donc je crois que ces propos ne doivent tout de même pas oublier qu'il y a tout de même des attaques qui continuent de se mêler. On se rappelle bien que dans la semaine, le Niger a été endeuillé avec une attaque qui a été perpétrée à l'ouest du pays et qui a fait près d'une vingtaine de militaires tombés. Je crois que dans cette guerre-là, c'est ce que j'ai toujours dit, il faut du réalisme, il faut de la vérité, il faut un langage de vérité. Et c'est là que je dis, les gens vont continuer de tomber.
Ça, c'est naturel. Nous sommes en guerre. Nous n'allons pas pouvoir empêcher que nos forces combattantes tombent. Maintenant, c'est en guerre. Il faut travailler à inverser les tendances. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a comme armement, ce qu'on a comme perspective en termes d'espoir, je crois qu'il y a effectivement les attaques deviennent de plus en plus récurrentes. Mais cela aussi ne doit pas être de nature à faire reculer ou à faire désespérer ces populations-là. C'est une guerre. Et le réalisme, là, moi j'ai toujours dit à ceux qui font l'actualité, à ceux qui commandent, à ceux qui déposent les statistiques, il faut éviter de faire croire aux populations de l'AES que cette guerre-là, nous allons la vaincre en 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Il faut être réaliste. C'est une guerre que nous traînons depuis bientôt 10 ans. Une guerre, dès le début, c'est sûr et certain que nos autorités d'alors, en son temps, n'avaient pas pris la pleine mesure de la situation. Si bien que la situation s'est gangrénée et a pris effectivement des racines au sein des populations, au sein des forces de sécurité et au sein de toutes les corporations et de toutes les couches socio-professionnelles du Burkina Faso. Et ça répond à ce que j'ai dit, l'un des principaux problèmes de la lutte contre le terrorisme, la question de la complicité. Aujourd'hui, après 10 ans, nous sommes en train de nous rendre compte que toutes les couches socio-professionnelles du Burkina Faso sont infectées et affectées par ce terrorisme-là à travers les complicités. Aujourd'hui, je cause avec beaucoup d'acteurs sur le terrain qui disent dès lors qu'une unité combattante s'engage dans une localité pour aller à l'offensive, l'ennemi déjà a le nombre de combattants qui s'engagent. Ils ont aussi une évaluation objective de l'arsenal que ces forces combattantes la tiennent. Ils connaissent à peu près le nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que une dynamique est enclenchée, immédiatement de l'autre côté, les gens sont informés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le problème de la complicité est une réalité et qu'il faut travailler effectivement à ressouder tous les morceaux, comme je le dis souvent, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la complexité là, c'est parce que simplement en interne, nous éprouvons des difficultés pour parler le même langage. Les Burkinabés aujourd'hui éprouvent des difficultés pour parler le même langage, pour voir l'intérêt supérieur de ce pays-là, pour voir Burkina Faso. Il y a des questions corporatives, il y a des questions de division, des questions de considération politico-sociologique qui se posent aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, effectivement, par rapport à la déclaration d'Assimi Goïta, il est effectivement vrai que nos forces combattantes sur le terrain ont l'initiative du terrain, mais les attaques continuent et au fur et à mesure des familles, mais nous n'allons pas baisser les bras. Si nous baissons les bras... La complicité est un point important, comme vous l'avez si bien relevé. C'était l'un des talons d'Achille de cette guerre qui a été qualifiée de guerre asymétrique au Burkina Faso. Alors Jean-Baptiste Ramdé, la sécurité au Sahel est sous contrôle. Ce sont une déclaration faite par le président Goïta. Alors vous, Ali Nana a parlé de réalisme. Est-ce que vous êtes rassuré en attendant cela? Je pense que sur la question de la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas ignorer que quand même il y a des avancées. Par exemple, en termes de logistique, en termes d'acquisition de moyens matériels. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces moyens logistiques qu'on a acquis, qu'on a pu avoir, voilà, comment on arrive maintenant à mettre tout ça en œuvre sur le terrain, comment les forces combattantes sont... Mais au niveau de Burkina Faso, moi, quand même, j'ai une satisfaction parce que dès que le président il est arrivé, il a engagé, c'est bien qu'il y avait des VDP bien avant lui, mais quand il est venu au pouvoir, quand même, il a réorganisé, recruté, même au niveau des forces combattantes, il y a eu une réorganisation. Et quand on va au niveau de la multiplication des bureaux au niveau du Burkina, d'autres même parlent que c'est l'un des pays qui a pu, en tout cas, dans une période de crise, surtout terroriste, mettre en place des unités d'intervention rapide qui peut permettre de décoller en un temps record pour actionner au niveau de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un acquis au niveau des moyens matériels dont tout le monde au Burkina Faso criait, que ce soit les élites, les journalistes, etc., etc. Quand même, au niveau des moyens matériels, on
On a vu quand même les images, on a vu tout ce qui est donné. On a vu même parfois les vidéos qui sont faites sur le théâtre des opérations où on voit vraiment des armes. Voilà, le président a pu présenter des armes qu'ils ont pu acquérir pour les forces combattantes. À ce niveau, il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, sur le terrain, il faut dire qu'il y a des efforts à encore atteindre, il y a des efforts à faire encore, à fournir davantage sur le terrain. Ça c'est clair. Dès que le terrorisme n'est pas fini, on ne peut pas baisser les bras. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est plus important, c'est qu'il faut savoir que nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre-là, il y aura des batailles où, quand même, l'ennemi peut prendre des victoires sur nous. Mais notre idéal, notre conviction, c'est d'aller vers la victoire finale. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'unité, ça demande la contribution de tout un chacun. Et ça, il faut que les citoyens, tout le monde, de tous les cours socio-professionnels, que ce soit au Burkina, au Niger et au Mali, que les gens comprennent que ça va être difficile, mais il faut s'armer de courage. Quand on s'engage dans une telle lutte où on a dit que notre ancien partenaire qui était là, il ne faisait pas notre affaire et qu'on a changé de partenariat, on a essayé de diversifier, on a essayé d'acquérir beaucoup plus de moyens. Quand même, il faut travailler pour que tout le monde regarde dans la même direction. Je pense qu'au Burkina, les citoyens doivent travailler aussi à comprendre la vision du gouvernement, parce que c'est une lutte pour la libération de tout le monde, parce que quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas travailler. Quand on n'est pas en sécurité, on ne peut même pas s'exprimer librement, parce que ça menace aussi notre question de liberté d'expression, parce qu'il y a des zones où, par exemple, il y avait des radios où par le biais du terrorisme, ces personnes ont perdu leur boulot, les journalistes n'y travaillent plus, ils n'ont plus accès à ces radios pour travailler. Donc tout ça, ça complique la situation. Mais au niveau de la lutte contre le terrorisme, et même on voit qu'il y a des villages qui sont réinstallés quand même, ça ce sont des acquis. Il y a des PDI qui sont retournés, mais je dis toujours que il y a des attaques toujours, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à mobiliser les efforts, que ce soit au niveau des forces combattantes, que ce soit au niveau des citoyens, la contribution de tout le monde. Que ce soit financier, matériel et à tous les niveaux, il faut travailler à mettre tout le monde dans la même direction. Voilà. Alors on va passer au deuxième thème de cette émission. Le 25 juin, des manifestants hostiles à la ligne éditoriale de la télévision privée BF1 ont exprimé leur mécontentement quant à leur manière de traiter l'information et la conduite de certaines émissions. Ils se sont mobilisés en grand nombre devant le média sous la surveillance des forces de sécurité. Alors, Alinana, est-ce que cela vous paraît normal, ce qui se passe? Avant de répondre à votre question, j'allais peut-être un élément que j'allais ajouter par rapport à la visite du président Assimi Goïta. Vous savez, sur le plan diplomatique, il y a des informations qu'on ne peut pas, au regard des nouveaux moyens, des NTIC aujourd'hui, des nouveaux moyens de communication, qu'on ne peut pas communiquer. Les présidents sont très prudents aujourd'hui par rapport à cette question. Et je suis pas dans les secrets de Dieu, mais je vous dis que après la visite d'Assimi Goïta, là, beaucoup de choses vont se passer au sein de l'AES. Des grandes décisions, beaucoup d'orientations vont être données. Et nous allons assister dans les jours qui suivent là à une prise de décision sur tous les plans, notamment sur le plan de la monnaie, notamment sur le plan effectivement de la concrétisation de la confédération que nous sommes en train effectivement de souhaiter de tous nos voeux. Donc c'est pour dire que cette visite-là, au-delà de ce qu'on est en train de voir, revêt d'autres intérêts souterrains qui effectivement va donner une impulsion à la dynamique relationnelle entre les trois pays-là. Je suis sûr que d'ici là, ne soyez pas étonnés que vous allez voir ce qu'on appelle aujourd'hui le forum ou bien la rencontre, au lieu que ce soit France-Afrique, Europe-Afrique, Asie-Afrique, ça va être AES, Europe ou bien Russie, Amérique. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'AES est en train de se positionner comme effectivement une grande entité avec laquelle il faut négocier sur le plan diplomatique, sur le plan financier et sur le plan même culturel, parce qu'aujourd'hui la culture demeure un vecteur important dans le cadre de l'intégration des peuples africains. Et là, Sékou Touré, Kizerbo, Kwame Nkrumah ont déjà posé les jalons. Donc pour revenir à votre question par rapport à ces manifestations-là, vous allez me permettre de marquer un arrêt pour faire un clin d'œil
féliciter toute la presse burkinabé. Je l'ai fait en tant qu'Ali Nana, coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, qui, depuis 2019, au regard de la nature de la guerre que nous vivons, a appelé le président Roch Marc Christian Kaboré à armer les Burkinabés et à déclarer la guerre généralisée. Ça, c'est avant l'institution de ce qu'on appelle aujourd'hui les VDP. Nous avons commencé à travailler près de 8 mois à organiser tous les villages du Burkina Faso pour que les gens puissent se défendre avec les moyens de bord. Sans les kalash et autres, sans les moyens modernes, nous avons pu effectivement mettre en place des cellules de veille et de sécurité dans tous les centres nord, dans le nord, surtout au Loroum. Nous avons tout fait et qu'à cela ne tienne, à quelque chose le malheur est bien, avec l'avènement de ce qui s'est passé à Bungu où des milliers, 35 milliers ont été tués la même nuit, le président Roch Marc Christian Kaboré a fait un discours solennel où il a effectivement abondé dans le sens de mon mouvement, le mouvement pour la résistance populaire, qui consistait à effectivement appeler les Burkinabés à s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Alors, dès lors que cela est institué, nous avons travaillé à ce que la loi soit votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Malheureusement, effectivement, l'initiative était là, mais les moyens qui devraient suivre n'ont pas suivi. Les VDP étaient là. Oui, je suis en train de venir à la question. Maintenant, dès lors que effectivement ces VDP-là se sont engagés, les Burkinabés se sont engagés, il y a eu une adhésion populaire à cet appel du président Roch Marc Christian Kaboré et que les moyens ne suivaient pas, nous avons continué à travailler et là c'est la contribution particulière de la presse, que ce soit Burkina Info, que ce soit tous les autres presses qui se reconnaîtront effectivement à travers mon message. Nous avons monté des équipes, nous avons travaillé avec... Vous savez que maintenant les gens partent faire des reportages avec des militaires derrière, tout ça là. Non, avec Burkina Info, nous avons mis des équipes en place où nous sommes allés dans les provinces avec des motos. Il y a eu des reporters, il y a eu des journalistes qui peuvent témoigner ici. Que ce soit Burkina Info, que ce soit Tri TV, que ce soit BF1, nous avons fait ce travail-là, que ce soit la presse écrite. Nous avons fait ce travail-là depuis 2019 jusqu'à l'avènement du MPSR 1 et MPSR 2. Aujourd'hui, si la presse est confrontée à une situation particulière par rapport à ce que nous vivons, nous ne pouvons qu'avoir un clin d'œil, un brin d'encouragement à cette presse-là et de l'interpeller une fois de plus, de continuer à travailler, à sauvegarder ce qu'on peut faire. Effectivement, il peut y avoir des questions d'interprétation, notamment qui est contre, qui est pour, que la presse doit changer sa ligne éditoriale, ainsi de suite. Ça, c'est normal. Mais il faut qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse s'arrêter et faire l'économie de ce qu'on a fait et donner une nouvelle orientation. Parce que quand vous voyez aujourd'hui tous les médias impérialistes que nous avons suspendus aujourd'hui, quand vous voyez les lignes éditoriales, c'est de défendre les intérêts matériels, moraux de leurs maîtres. En réalité, quand vous prenez France, le groupe France Presse, France Monde, comment vous appelez ça, qui englobe TV5 Monde. Voilà, TV5 Monde et autres. Ça veut dire c'est quoi? Les leitmotifs, c'est de défendre vaillamment les intérêts de la France partout où besoin en est. Alors, on n'en est pas là, on n'en est pas au procès des médias internationaux, on parle des médias nationaux. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est évident que notre presse, la presse, les médias nationaux font un bon travail, mais il faut qu'on arrive à discuter et à repositionner et à voir dans quelle manière on peut effectivement adapter la communication en temps de guerre. Nous ne disons pas qu'aujourd'hui, on va changer la déontologie dans la communication ou des médias. Non, effectivement, cette déontologie-là existe. Mais aujourd'hui, il existe une nécessité impérieuse aussi d'encourager, parce que quand vous prenez même la guerre de 1974 et de 1985, quand vous écoutez en ce moment, le degré d'instruction ou d'alphabétisation des masses n'était pas comme nous vivons aujourd'hui. Mais on avait des chansons qui encourageaient effectivement les forces combattantes sur le terrain. Et on avait des cantatrices, on avait des musiciens traditionnels qui chantaient, qui disaient tout, qui faisaient tous les loin. Donc aujourd'hui, la question se repose encore. Quelle orientation il faut donner à la presse burkinabé ? Au-delà de sa tradition, de sa mission traditionnelle de porter l'information et la vraie.
Est-ce que jusque-là, l'orientation dans laquelle la presse burkinabé évolue pose problème? Non. Est-ce que c'est le professionnalisme de la presse qui pose problème? Non, ça ne pose pas problème, mais il existe des exigences au sein des masses populaires qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en déphasage avec ce que la presse est en train de faire. Nous ne disons pas qu'aujourd'hui, la presse burkinabé, quoi qu'on dise, dans la sous-région, si on va classer, la presse burkinabé est l'une des meilleures presses, en tout cas ouest-africaine. Pourquoi forcément vouloir un changement? Non, on ne voudra pas de changement. On voudrait une amélioration. On voudrait une amélioration. Et pas une amélioration aussi qui sera de nature à dénaturer, du moins de nature à dénaturer et la qualité de la production de la presse burkinabé. On voudra une presse effectivement qui s'adapte, qui améliore, qui donne plus au-delà de ce qu'on attend. Sinon, une presse qui soutient? Qui soutient et qui soutient et qui galvanise. Qui soutient et qui galvanise tout en restant effectivement dans la droite ligne d'apporter l'information vraie. Alors Jean-Baptiste Ramdé, quel est votre point de vue sur cette manifestation devant un média au Burkina? Moi, très franchement, je pense que quand on est journaliste ou même quand on est sur un plateau de télé, on ne peut pas se réjouir quand même que les masses populaires partent devant un média. C'est vrai que ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Mais c'est tellement difficile à analyser cette situation. Mais je pense qu'en fait, il y a quelque part cette mésentente-là qui veut amener à divertir peut-être, c'est-à-dire à nous faire dévier de l'objectif principal. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Les masses populaires veulent qu'en fait, il y ait une presse. Et puis, moi, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas la presse burkinabé qui est en porte-à-faux, mais qui est en difficulté avec... Une presse partisane? Pas une presse partisane, mais je pense que nous sommes dans une situation de guerre. Dans la situation de guerre, il y a quand même de la prudence à y avoir dans la situation de guerre. Et dans toutes les guerres, on ne peut pas avoir une presse quand même, surtout dans cette situation de terrorisme. Parce que c'est quoi? C'est que les terroristes veulent aussi, c'est qu'on parle de leurs actions. C'est qu'on dise voilà, qu'ils ont fait tel type de dégâts, qu'ils ont fait voilà, combien de morts aujourd'hui. Et c'est ça qui les galvanise, qui les permet aussi de recruter au fur et à mesure. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, pour mon rapport de licence, par exemple, en journalisme, sur la contribution du journalisme de guerre dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et je peux vous rassurer que les citoyens burkinabés ne sont même pas contre. Ils encouragent, ils disent même que la contribution des journalistes au Burkina Faso, au niveau comment on va dire, de la transmission, de la collecte de l'information, de la diffusion de l'information est efficace. Mais l'acte posé en dit le contraire. Bien sûr. Maintenant, ce qui cause problème ici, c'est le journalisme d'opinion. C'est le chroniqueur, le journalisme d'opinion. Maintenant, un média qui invite des invités ou bien qui a des journalistes qui donnent leur opinion ne peut pas contrôler ce qu'ils disent. Maintenant, c'est que moi, je peux demander peut-être. Je pense que le CSC avait déjà fait le travail. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que de tels plateaux contribuent à analyser l'information. Tout ne sert pas à diffuser l'information. Il faut des personnes qui ont de la matière grise, qui peuvent l'analyser, afin peut-être d'orienter les téléspectateurs, les téléspectateurs, les populations, l'opinion en l'occurrence. Je pense que c'est ça qui n'est pas compris. Et ça, il faut que ce soit... la presse africaine et même la presse burkinabé, de tirer des leçons. Pourquoi pas faire une table, peut-être faire une conférence entre entre les Wahigna et par exemple les journalistes ou bien la presse burkinabé. Cela va on parle de cohésion sociale, on parle de dynamique, d'unité. Comment on peut regarder dans la même direction si on ne discute pas? Ça peut être difficile, mais est-ce que c'est impossible aujourd'hui? Et je pense que quand on regarde... Vu le contexte, est-ce que ce serait évident? Je pense que s'il y a des discussions, souterraines qui doivent être faites au niveau des responsables des organisations de la société civile, au niveau des responsables de la presse aussi, voir qu'est-ce qu'ils nous demandent. Aujourd'hui, qu'est-ce que la société civile burkinabé demande à la presse burkinabé? C'est connu. Voilà, c'est de soutenir la transition, ou bien c'est de galvaniser les forces combattantes sur le terrain. Et je pense qu'à ce niveau aussi, il y a des reportages, des informations qui permettent au moins de montrer aussi
comment on va dire ça, la compétence et les capacités opérationnelles de nos forces combattantes. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais au moins, je pense qu'on peut y travailler. Et là où je voulais revenir au niveau de... Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de l'information, et même au niveau géopolitique et géostratégique. Parce que quand on donne... Par exemple, dans cette lutte contre le terrorisme, ce que nous, on ne doit pas oublier, c'est que l'information que nous, on donne là, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qu'on donne, ce n'est pas seulement aux citoyens burkinabés qu'on donne l'information. Il y a des médias internationaux qui ont été suspendus au niveau du Burkina, qui attendent qu'un média burkinabé donne une information. Ils veulent avoir la source pour dire que c'est tel média qui a donné. Et eux, ils transforment l'information comme ils veulent et ils diffusent cette information. Donc ça fait que c'est... C'est pas évident, les informations sur le Burkina continuent d'être diffusées sur ces médias malgré la suspension au niveau national. Bien sûr, c'est ce qui est déplorable. Et moi, je pense que cette discussion de dire que voilà, il y a cette discorde entre les citoyens, bon, on va dire quoi, la société civile burkinabé et la presse, je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à désamorcer cette bombe-là et travailler pour que le CSC fasse son travail, pour qu'il arrive vraiment à travailler, à communiquer, à sensibiliser au niveau des médias. Parce que l'information géopolitique dont je voulais parler, c'est quoi? C'est que quand il y a eu la désinformation, on a vu France 24, RFI, regarde toutes ces informations qu'ils ont pu divulguer, diffuser. Et à chaque fois, comment, en tant que média burkinabé, en tant que journaliste burkinabé, quelle est la réponse que nous on donne, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une guerre d'information. Et dans cette lutte contre le terrorisme-là, si on ne met pas les médias devant, ça va être compliqué. Mais pour mettre... Alors, ce n'est pas au rôle d'un média de réagir à une information diffusée sur un autre média. Je parle des journalistes, par exemple. Non. Mais par exemple, ces médias, ils ont des journalistes qui à chaque fois qu'il y a une information au niveau du Burkina, ils ont des chroniqueurs, des journalistes qui recrutent, qui donnent des informations au Burkina Faso, voilà, des analystes qui donnent leur lecture sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Alors, et ça contribue. L'information accessible au Burkina pourrait être plus facile et permettre aux médias nationaux déjà de faire convenablement leur travail pour commencer, n'est-ce pas? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir accès à l'information aussi. Et je pense que c'est très difficile, même dans certaines zones au niveau du Burkina, c'est encore difficile pour la presse de collecter, de diffuser les informations. Je pense qu'il faut travailler au niveau de la lutte contre le terrorisme. Si là-bas ça avance, si à ce niveau on a des résultats probants, je pense que ça va revenir au fur et à mesure. Voilà. Et surtout que le CSC fasse en sorte qu'il n'y ait pas... Et même quand il y a ces revendications, je pense que ça pouvait se faire au niveau du CSC, surtout parce que là, ça met les journalistes qui travaillent, par exemple, au niveau du média en danger, ça met le média en danger. Et ça, c'est pas... Voilà, la manifestation pouvait se tenir au niveau du CSC avec une motion pour dire, voilà ce que nous on a constaté en tant que société civile, voilà nos préoccupations et qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon aussi, c'est venir devant un média, ça met en danger les citoyens qui s'y trouvent, les journalistes qui y travaillent. Ce n'est pas des journalistes seulement, il y a toute une équipe qui travaille. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut travailler. Et chacun va mettre de l'eau dans son verre. Voilà, merci. Alors, on aborde le troisième thème retenu pour cette émission qui porte sur l'incivisme à Ouagadougou, à l'INANA. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou qui a dévoilé un cas de vol de carburant dans un bus de la Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou, dans la nuit du 25 juin. Maurice Konaté qui indique que l'auteur du forfait n'est autre que le chauffeur du bus Sotraco et qu'il s'agirait d'une pratique courante. Alors vous, lorsque vous apprenez cette information, qu'est-ce que cela vous fait en tant que citoyen? Moi, personnellement... Est-ce que vous êtes inquiet face au niveau d'incivisme qu'atteignent certains usagers? Très honnêtement, ça me fait penser à ce que Arsène Boyensan, qui a son âme, a déclaré depuis il y a peut-être plus de 15 ans que la morale agonise au Faso. Et ça montre une fois de plus l'état de délitement moral dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est tout le sens du combat que le mouvement sur le MPSR 2 doit effectivement s'engager. Parce qu'au-delà du terrorisme que nous vivons aujourd'hui, il y a cette forme de terrorisme aujourd'hui qui a pris le dessus dans notre mode de vie, dans notre vie en communauté.
ce qui se passe, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et là, j'interpelle une fois de plus cette transition-là, qu'il a un rôle historique à jouer. Aujourd'hui, cette transition a la chance, comme je l'ai dit souvent, d'avoir une caution populaire, d'avoir un soutien de tous pratiquement les Burkinabés. Il faut des réformes dans le sens effectivement de moraliser la vie publique. Parce qu'aujourd'hui, là où je ne sens pas trop cette transition, c'est sur le plan de la lutte contre la corruption, le blanchissement d'argent. Et ça rejoint les causes effectivement de l'expansion du terrorisme aujourd'hui. Regardez, j'aime poser le problème, regardez tous les maux que nous vivons aujourd'hui. Les principales causes du terrorisme, là, c'est quoi? C'est la corruption, c'est le blanchissement d'argent, c'est tout. Il faut que la transition s'engage résolument vers effectivement la moralisation de la vie publique. Il faut qu'on crée ce qu'on appelle une cour de répression économique, financière et le blanchissement d'argent au Burkina Faso. Parce que ce que nous avons vécu depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est inédit. Prenez l'histoire des logements, prenez la complicité dans le terrorisme, les livraisons de carburant. Aujourd'hui, toute une économie de guerre s'est développée, si bien que beaucoup de pourcentage de la couche des Burkinabés ne veulent pas que ce terrorisme-là finisse. Ce que nous avons vu avec ces pauvres chauffeurs de bus, ce n'est que ni plus ni moins les reflets de ce que nous vivons. Aujourd'hui, des gens ont détourné des centaines de parcelles. Ils dorment aujourd'hui, c'est la coule douche. Aujourd'hui, des gens ont détourné des milliards, des grands projets. C'est connu, c'est su, à travers les rapports qui sont dans les tiroirs, produits par des structures compétentes, des structures crédibles, telles que les RENLAC, l'ASL, qui sont là, qui dorment. On connaît qui a détourné 10 parcelles, qui a détourné 100 parcelles. Il y a des gens qui ont 400 parcelles, pendant que des gens sont en train de souffrir dans les zones non loties. Aujourd'hui, nous savons qui a détourné combien de milliards, combien de quoi. Et personne ne meurt. Ça ne meurt personne au Burkina Faso. Je crois qu'à ce niveau, ce qui se passe là, c'est une manière d'interpeller nos autorités. Au-delà de la lutte contre le terrorisme là, il faut qu'on lutte effectivement contre la corruption. Il faut moraliser la vie publique au sein de notre administration. Parce que le pauvre chauffeur là, en réalité, ça dépend de ses conditions. C'est vrai qu'on n'encourage pas, on ne dit pas que c'est parce qu'il vit dans une situation quelconque qu'il doit faire ça. Mais Dieu seul sait, allez-y dans son service, voir ce qu'il vit comme injustice, comme insuffisant, comme tout. Ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité, j'attends beaucoup de cette transition-là. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours du Nouvel An, a dit que le 2024 va marquer une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je vois de gros poissons qui sont à Ouagadougou, qui sont en train de narguer les populations civiles, qui sont en train de se la couler douce, qui dorment et qui travaillent même à déstabiliser cette transition-là. Nous le savons. Si aujourd'hui nous voulons... les citoyens, vous avez la possibilité de dénoncer. Non, mais nous avons dénoncé. Les choses sont claires, sont nettes. S'ils veulent aujourd'hui, ils ont la liste de tous ceux qui ont détourné les parcelles au Burkina Faso. Ils ont la liste de tous ceux qui ont sucé ce pays-là. Ce n'est même pas caché. On a demandé, comme de sous-chérif, si on a demandé à ce qu'on fasse, comme on appelle, des audits au niveau du ministère de la Défense. Ouais. Parce que entre octobre 2021 à janvier, le jour du coup d'État de Damiba, il y a près de 600 VDP qui sont tombés du fait de manque d'armes. Alors que l'argent est sorti. Le rapport de l'audit de l'armée est toujours attendu. Mais on ne fait pas d'audit. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a des officiers, dans l'armée, il y a des milliardaires. Pourquoi faire cette affirmation et puis on est assis, on regarde? Pendant qu'aujourd'hui, on a suffisamment besoin de moyens pour encourager nos forces combattantes sur le terrain. Aujourd'hui, les contravailleurs burkinabés sont obligés de se sacrifier sur les petits salaires
Pendant qu'on sait qu'il a détourné 100 millions, 200 milliards, 1, 2 milliards, 3 milliards, et ils ne sont pas à la Mako, ils sont chez eux, en train de se la couler, tous comme je l'ai dit. Ce n'est même pas caché, nous sommes dans un pays de désert. Ali Nana a dénoncé ces cas, si vous le connaissez. Non, moi je crois que c'est connu. On a dénoncé, on a écrit, tout le monde est informé, on sait ce qui se passe. Maintenant, moi dans mon développement, là, j'ai oublié l'autre aspect le plus important par rapport à ce qui s'est passé. Ça va aller dans le même sens de l'incivisme. Ce qui s'est passé à BF1, là, ce n'est ni plus ni moins que de l'incivisme. Moi je crois qu'aujourd'hui il y a des voies de recours. Nous sommes dans un État organisé. Le BF1 aujourd'hui, sa ligne éditoriale est claire. Par rapport aux deux émissions incriminées, notamment Presse Eco et puis, comment dirais-je, Cette Info. Moi, je crois que même c'est là-bas que la transition tire tout son sens. Écoutez la contribution que les gens sont en train de produire, ni têter les quelques erreurs qui peuvent, ça c'est des erreurs qui peuvent, mais ce n'est pas imputable à BF1 parce que c'est des émissions en direct. Quand c'est en direct, c'est difficile de contrôler en même temps ou de revenir sur une action. Mais ils ont fait l'effort de se ressaisir, d'aller à l'essentiel en invitant tous les acteurs qui peuvent effectivement apporter plus d'informations, plus de transparence dans la communication. Je crois qu'à ce niveau, il ne faut pas que les Burkinabés se trompent de cible. Notre ennemi commun, c'est le terrorisme. Laissons la presse travailler. Présentons des propositions à la presse qui est effectivement en train de travailler dans des conditions très difficiles. Nous savons comment nos journalistes travaillent, très difficilement, avec la conjoncture, la situation que nous vivons aujourd'hui. Malgré leur seule volonté, du moins les conditions restent très difficiles et la seule volonté ne suffit pas. Donc il faut que les citoyens burkinabés comprennent. Si tous ceux qui sont en train de se dire soutien de la transition, je suis sûr que tous ceux qui sont en train de poser ces actes-là, ce n'est pas évident qu'ils soient les vrais soutiens de la transition. Parce que les vrais soutiens de la transition ne peuvent pas poser des actes en l'encontre de l'intérêt supérieur même de cette transition-là. Parce que ceux qui font ça là, je vous assure que ce n'est pas dans le sens, effectivement, de soutenir la transition. Merci Ali Nana. Alors, Ramdé, qu'un travailleur cause du tort à sa structure, est-ce qu'on n'est pas dans cette manière imagée de dire qu'on mord la main qui te nourrit? Je pense que ça remet en cause la ressource humaine que le Burkina Faso met sur le marché de l'emploi. Et quand on regarde ça, dans un pays aujourd'hui où on parle... où on parle de patriotisme, où on parle de lutte contre le terrorisme, d'intégrité surtout, pays des hommes intègres. Quand on voit ce type d'image, ça laisse à désirer. Et il faut de plus en plus savoir que le Burkina Faso devient attractif, malgré la lutte contre le terrorisme. Il y a des gens qui ont besoin de venir au Burkina Faso, voir, les gens parlent de la transition, les gens parlent de tout ce qui se passe au Burkina Faso. Les gens veulent venir voir des Cap-Verdiens, des gens qui sont à l'extérieur qui veulent venir faire les vacances ici. Mais quand les gens écoutent ce type d'informations, quand on parle de pays des hommes intègres, pays de Thomas Sankara, et quand on voit ce type d'informations, ça décourage. Et moi, je vois parfois sur les réseaux des gens qui des gens qui sont venus au Burkina Faso pour passer leurs vacances, et au niveau des feux, ils voient des personnes qui brûlent le feu, et parfois ils filment et puis ils mettent sur les réseaux pour dire qu'ils ne peuvent pas croire que dans un pays de Thomas Sankara où on prône l'intégrité, que des gens s'adonnent à ces pratiques-là. Donc, par exemple, le détournement de carburant, par exemple, ça c'est encore malheureux parce que les bus même qui sont insuffisants, ou les étudiants, surtout les étudiants qui peuvent passer 30 minutes à 1 heure, il n'y a même pas de passage de bus. D'autres sont obligés même de laisser les cours à l'université pour pouvoir avoir le bus pour entrer. Et il y a des individus au Burkina Faso, dans cette situation où on parle d'autodétermination, où on parle de patriotisme, qui peuvent s'adonner à ces pratiques-là, qui peuvent priver des Burkinabés, des étudiants, des bus par exemple. Ce que nous vivons aujourd'hui, moi je pense que la transition doit travailler et les organismes qui luttent contre la corruption surtout doivent travailler à mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. Parce que tout simplement, ça nuit à l'image de notre pays et ça remet en cause notre formation, notre éducation et la morale que M. Nana parlait tout de suite. Je pense qu'il faut travailler à ce niveau. Il faut faire en sorte que, même s'il je pense qu'il faut forcer les Burkinabés à être meilleurs. Comme Thomas Sankara a dit, il n'y a pas de mal à forcer un Burkinabé à être meilleur. Et aujourd'hui, là, même s'il faut aller à des cas extrêmes, à des sanctions extrêmes, il faut donner l'exemple. Aujourd'hui, c'est l'exemplarité qui doit montrer au monde entier que nous sommes
l'intégrité que nous prenons là, c'est le Burkina Faso vraiment. Et ça, il faut donner cette image-là au monde entier. Il ne faut pas s'adonner à ce type de pratiques. Et je me rappelle que le DG, par exemple, de la Sotraco a dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas de problème de salaire. Par exemple, les salaires sont payés. Et je ne vois pas, même s'il y a des problèmes de salaire, ça ne peut pas donner droit à un individu. Ça ne peut pas justifier, par exemple, ce type d'acte-là. Je pense que vraiment, c'est des trucs, c'est des pratiques à proscrire au niveau du Burkina parce que ça ternit l'image du Burkina Faso. Surtout l'image qu'on a envie de véhiculer, le Burkina Faso avec la lumière, le Burkina Faso avec de l'espoir, là, l'hospitalité, de l'espoir, d'intégrité. Ce n'est pas cette image-là qu'on a envie de voir. Alors, un dernier tour de table et rapidement, vu le temps. Alors, le vendredi, des manifestants anti-impérialisme ont manifesté après l'échéance de leur ultimatum donné afin que les responsables de l'ambassade de France puissent délocaliser l'enceinte diplomatique. Ils ont donc été reprimés à cause de gaz lacrymogènes lorsqu'ils manifestaient justement devant l'ambassade exigeant donc sa délocalisation. Alors Alinana, vous avez vu ces scènes de course-poursuite dans la ville de Ouagadougou, une matinée surchauffée de vendredi. Alors, est-ce qu'on est... on est dans un début de divorce entre partisans et régime? Non, moi je crois que la police... Ou est-ce qu'on est dans une dynamique où la loi a été respectée? Non, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il faut que les gens sachent que nous sommes dans un état de droit. Et jusqu'à présent, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France ne sont pas rompues. Il est évident que certains accords sont mis en berne, sont désactivés, sont renoncés. Mais nous sommes dans un état de droit où les séparations du pouvoir sont au point. Par rapport à ce qui s'est passé, moi je crois qu'il faut que les Burkinabés se ressaisissent. En réalité, la lutte peut être noble, mais la manière dont la lutte est menée peut enlever toute la substance ou la qualité là, dans cette lutte-là. Il est évident que les Burkinabés aujourd'hui ont montré leur ras-le-bol par rapport à la présence française. Et moi, personnellement, pour rien vous cacher, pour ne rien cacher, en réalité, ce qui m'a amené à soutenir cette transition dès le début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ces deux éléments que j'aime citer. D'abord, le courage que ces jeunes-là ont eu pour effectivement revoir les relations ou leur partenariat avec notre ancien partenaire. Ça, c'est notamment les accords militaires, le départ d'un certain nombre d'institutions, ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le fait que cette transition-là est abondé dans le sens de mon mouvement depuis 2019 qui consistait effectivement à armer et à équiper les VDP, la société, pour se défendre. Ça, c'est les deux éléments. Donc aujourd'hui, si la présence française dérange, c'est tout à fait normal. Mais je crois que les gens ont l'obligation de faire un habillage dans leur lutte. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai dit, les relations entre le Burkina Faso et la France, si dès demain le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement décident que les relations diplomatiques et le Burkina Faso, dès demain, aucun Français officiellement ne sera au Burkina Faso et l'ambassade sera fermée. Donc il faut que chacun s'adresse à la structure habilitée à le faire. Il est normal que les gens mènent la lutte, mais il faut mettre un peu de la manière dans la qualité, dans la lutte pour effectivement qu'au rendez-vous de l'histoire, qu'on dise pas, non, voici les Burkinabés, ils sont ceci, c'est ça. Parce que c'est l'image, au-delà de notre image intérieure, là, c'est comme il a dit, de l'extérieur, le pays de Thomas Sankara, le pays ainsi de suite, des gens de Kizerbo, ainsi de suite, c'est des valeurs sûres de l'Afrique. Et dès lors que ces images-là sortent, des gens qui trimballent des sauts d'excréments humains pour aller effectivement faire ceci, cela. Moi, je crois que dans notre tradition, dans notre culture, il y a des manières appropriées pour lutter. Il est évident que ils peuvent avoir raison, mais par rapport à ce qu'on a vu, moi personnellement,
j'ai été choqué. On peut demander de façon stratégique, de façon diplomatique aux autorités d'interpeller ou de délocaliser l'ambassade de la France à côté de notre président. Ça, c'est tout à fait normal. Au regard de la suspicion qui règne entre les deux pays, au regard de la suspicion qui règne entre les citoyens, et du moins les diplomates français actuellement, et nous, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne faut même pas se voiler la face. La France n'est pas prête à laisser les pays de l'AES aller dans le sens de ce qu'ils ont décidé. Ça, c'est une réalité. Jean-Baptiste Ramdé, votre opinion sur cette manifestation? Moi, je vais l'analyser en deux éléments. Par exemple, au niveau diplomatique. Déjà, les conventions de Vienne, par exemple, quand on regarde de l'article 22 jusqu'à 40, ça met, comment on va dire ça, les relations diplomatiques, surtout les diplomates, les consulaires, etc., ça les met dans une position où ils sont protégés par l'État dans lequel ils sont. Et ça, quand on lit ça, maintenant, la question que je me pose, est-ce que ceux qui luttent, est-ce qu'ils comprennent ça? Ça remet en cause ce que nous signons et ce que nos masses populaires comprennent. Donc, c'est ça que je demande, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les textes, quand on ratifie, quand on signe à l'extérieur, à l'international, les conventions internationales, etc., est-ce qu'il ne faut pas travailler à sensibiliser, à mettre ça à la place publique pour que tout le monde s'en imprègne aujourd'hui? Parce que quand on lit vraiment, bon, c'est pas normal qu'en tout cas, mais quelque part, moi je trouve, avec les relations dont nous avons avec la France aujourd'hui, je pense que les populations peuvent être en légitime défense. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des travaux, par exemple, qui se faisaient à l'ambassade de France où on a décidé, on a interpellé d'arrêter, par exemple. On a vu ce qui s'est passé au Niger, après le départ de l'armée française, par exemple. Les gens peuvent émettre des inquiétudes. Et c'est depuis la Révolution. Thomas Sankara avait demandé que l'ambassade de France soit... On a parlé de mettre la manière dans la lutte. Peut-être oui, mais Thomas Sankara avait demandé, par exemple, qu'on délocalise, par exemple, l'ambassade de France au niveau de la présidence où habite Ibé aujourd'hui. Et ça n'a pas été fait. Et moi, par exemple, j'ai été dans la manifestation et j'ai couvert la manifestation. Et les manifestants ont dit que, par exemple, qu'en 2015, c'est-à-dire la France avait un terrain, par exemple, vers Ouaga 2000, je crois, pour délocaliser. Et on ne sait pas jusqu'à présent pourquoi il n'y a pas eu cette délocalisation. Et on se demande pourquoi l'ambassade de France et partout dans les pays d'Afrique de l'Ouest se trouvent au beau fixe des présidences. La question qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc, je pense que aujourd'hui, les populations peuvent s'inquiéter parce que Thomas Sankara l'a dit, l'impérialisme, vous le mettez à la porte, il ne rentre pas par la fenêtre. Donc, il faut travailler vraiment. Si c'est plus nécessaire, si on n'a plus des relations au beau fixe avec la France, je vais dire quoi, les autorités peuvent demander de délocaliser tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous parlez de l'ignorance, il faut sensibiliser. Moi, je crois qu'il y a un droit, ce qu'on appelle nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, la loi est générale et impersonnelle, elle ne vise personne. Ça veut dire que tous les 23 millions de Burkinabés sont censés connaître toutes les conventions, tout ce qu'il y a comme instrument juridique au Burkina Faso. Et aujourd'hui, il faut être réaliste. Si le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement et tout ce qui est derrière veulent que l'ambassade de la France, là où elle se trouve aujourd'hui, parte à Ouaga 2000, je vous dis qu'on n'a pas plus d'une semaine. Voilà. Donc, il faut allier tout sur la volonté de nos autorités. Il ne faut pas qu'on parte au-delà de la volonté de nos autorités politiques, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, les relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso demeurent toujours jusqu'à preuve de contraire, même si certains aspects des accords, notamment les accords militaires et autres là, sont mis en berne. Il ne faut pas ignorer ça. Si aujourd'hui l'ambassade de la France se trouve à côté de la présidence du Faso, c'est qu'aujourd'hui, les autorités actuelles n'ont pas trouvé nécessaire ou ne trouve pas nécessaire effectivement que cette ambassade-là soit délocalisée. Et en temps opportun, vous pouvez compter sur ces autorités-là qui sont des prévoyants. Ils savent. Ce pas des enfants c'est des jeunes qui sont formés, qui ont quand même une certaine vision de la géostratégie, de la géopolitique.
Et quand vous parlez maintenant de, voilà, effectivement, on a constaté que les ambassades françaises sont à côté de la prison. Allez-y plus loin, dans les provinces là. Quand vous partez, les hauts commissariats là sont construits comment? Dites-moi, où les gouvernorats sont construits comment? À côté de quoi? Non, je crois que c'est une vision francophone. Justement, et ça repose en même temps les réalités que nous vivons et que nous avons aujourd'hui par rapport à nos réalités. D'où la nécessité, effectivement, de revoir tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce que vous êtes en train de dire, parler de quoi, tout est centré sur l'éducation. Il faut réformer, éduquer nos enfants. Pour nous, comme je l'ai dit, c'est un peu tard, mais il faut remettre tout dans la tête de nos enfants dès le primaire. Que le bien sacré et que le bien commun est sacré. Que la nation burkinabé est sacrée. Que le terme Burkina Faso est sacré. Que tout, voilà. Donc il faut revoir tout à la base. C'est à la base qu'il faut construire. Alors nous sommes à la fin de l'émission depuis un beau bout de temps. Je vais vous dire merci à Jean-Baptiste Gwamsaya Ramdé et merci à Linana. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet ou d'en aborder bien d'autres au cours d'une autre émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs.